bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir que je suis là aujourd'hui pour vous partager un sujet qui me tient à cœur et qui me fait apprendre en fait encore tous les jours. Et donc, comme on est sur le sujet de l'apprentissage, le sujet c'est agilité à l'échelle, hérité de l'apprentissage individuel par les interactions. Donc, je m'appelle Elisabeth Ducard et je suis coach Lean en ingénierie chez Thales. Alors, on remercie tous les sponsors qui fait qu'aujourd'hui, on est tous là réunis pour ces 2 jours de séminaire, de conférences. Et a priori, on m'a demandé de mettre le QR code là pour ceux qui sont à distance à Niort, pour qu'ils puissent poser des questions depuis la Maïf. Alors, que veut dire agile? Être agile, c'est l'aisance et la promptitude à laquelle on arrive à faire des mouvements dans un environnement changeant. Et là, quand on voit le cycliste, vous pouvez voir qu'il est très agile. Face à lui, on voit son agilité à dévier les obstacles, à faire front peut-être il y a des pièges dans l'herbe, mais donc on voit facilement qu'il a travaillé son agilité et qu'aujourd'hui, il n'a pas de souci pour faire des descentes de pente avec des barrières. Et c'est ça qu'on doit travailler. Mais pour pouvoir être agile, ça s'apprend, ça ne se décrète pas. Donc, avant ça, il faut ça. Donc, devenir agile. Donc, devenir agile, c'est un processus continu. Il faut qu'on apprenne continuellement à s'adapter à des adaptations passées face à des nouvelles situations. À chaque fois qu'on a eu une nouvelle situation, on a pris des choses, on s'est adapté et ça fait qu'on a augmenté notre connaissance. Et donc, entre les 2 illustrations, on peut voir entre le petit garçon et puis le cycliste qu'on a vu sur la page 1, eh bien, il y a forcément eu de nombreuses étapes d'apprentissage. Ils ont forcément répété. Il y a eu de la consolidation. Il y a eu des erreurs, il y a eu de la répétition, il y a eu des feedbacks. Et donc, c'est vraiment intéressant de se dire que, vous avez tous appris à faire du vélo, et qu'on est tous passés par ce chemin-là, et qu'on a forcément appris à pédaler. Et donc, on est passé d'un débutant où on n'était pas très, avec toutes ces maladresses, à une expertise. Alors, je ne dis pas que tout le monde fait du vélo avec du slalom tous les jours. Mais donc, c'est vraiment ça, vraiment, je réinsiste, l'agilité et être agile, ça s'apprend. Et donc, aujourd'hui, on va voir comment on a des informations pour faire de l'apprentissage. Alors, avant d'entrer dans le détail sur les conditions d'apprentissage, je voudrais vous partager quand même ce schéma-là, où on voit que il y a 2 notions, qui est la flexibilité et l'agilité. Et la flexibilité, en fait, prépare à l'agilité. Donc, dans tout ce qui est flexibilité, là, le garçon, ce que je vous ai dit, il a répété un certain nombre de situations et au fur et à mesure de ces situations, il a intégré des réponses. Et à partir de là, il en a fait des automatismes. Donc, on a tous vécu le lassage de lacets, où au démarrage, on ne savait pas faire nos lacets, et au fur et à mesure, maintenant, on fait autre chose en faisant nos lacets. Et bien, c'est la même chose. Et c'est ça, la flexibilité. On a des situations, on apprend par rapport à ces situations-là, et ça nous devient des automatismes. Et c'est ça qu'on doit travailler. Et donc, être flexible, c'est vraiment répondre par des automatismes. Et dans nos métiers, le mot qui est très connu, c'est les standards. Donc, c'est comment, au niveau de nos entreprises, on cultive cette notion de développer des standards, savoir à chaque fois comment on doit faire par rapport à des situations qui sont prévisibles. Et c'est déjà ça qu'on doit travailler. Donc, si je reprends toujours mon cycliste, imaginez que la première fois que je le mets dans la descente avec les 2 barrières, il ne sait pas faire. Donc, comment il va faire pour se préparer ? On va imaginer qu'il va d'abord faire du slalom sur du plat. Et là, il va répéter cette situation-là jusqu'à réussite. Puis une fois qu'il a bien appris à slalomer, on va le mettre dans une pente avec juste une barrière ou 2 barrières. Et il va répéter, jusqu'à ce qu'il réussisse. Et donc, il va créer tous ces automatismes, toutes ces automatisations dans ces situations-là. Et puis un jour, il y a un obstacle qui arrive
Et là, il ne sait pas trop comment faire. Mais grâce à la somme de toutes les situations et tous les apprentissages, toutes les adaptations qu'il a faites, il arrive à combiner ces différents apprentissages pour réagir d'une certaine manière. Et c'est là qu'on peut dire qu'il est devenu agile. Donc vous voyez la transition, en fait on est sur la courbe bleue. Au fur et à mesure que la flexibilité, c'est toutes nos réponses qu'on a apprises dans des situations prévisibles, qui fait que le jour où on a quelque chose qui nous arrive, mais qu'on ne sait pas maîtriser, mais qu'on a une somme de connaissances à notre disposition, c'est là qu'on joue sur l'agilité. Et c'est ça qui est important. Donc vraiment, cette courbe bleue, c'est ce qu'on appelle la courbe de l'apprentissage. Et alors, avant d'être dans l'agilité, il faut d'abord passer par la flexibilité. Et donc, ça veut donc dire que nous, on doit augmenter notre niveau d'automatisation pour pouvoir être disponible dans des situations nouvelles où là, on a quand même à notre disposition tout notre backlog d'apprentissage sur d'autres situations. Et donc, une question qu'on peut se poser, est-ce que dans vos entreprises, vous avez mis en place de l'apprentissage pour être flexible, mais sur des situations déjà prévisibles? Ça, c'est une question qu'on peut se poser déjà dans le monde de notre entreprise. Donc vraiment, et vous verrez ce schéma-là, alors on peut prendre une photo, mais ayez-le en tête parce que c'est mon fil conducteur. Cette ligne bleue, c'est notre ligne bleue de l'apprentissage. Alors, maintenant, offrir les conditions de cet apprentissage. Donc, pour monter sur notre courbe bleue, là que je vous ai montré sur la diapositive précédente, on doit avoir des moments d'entraînement. Il faut s'entraîner petit à petit, au fur et à mesure, pour intégrer toutes les réponses, ou le maximum de réponses, pour pouvoir faire face à des situations. Et ça demande du temps. Ça demande de la résolution de problèmes. Donc ça, quand on résout un problème, forcément, on prend du temps. Mais ça demande aussi des espaces de temps où on doit s'entraîner. Et pour pouvoir s'entraîner et pour avoir l'intégration dans notre cerveau, je vais commencer à mettre l'image du cerveau, on doit avoir un objectif visé. Il y a une intention. C'est très important. Pour apprendre quelque chose, on doit avoir la motivation et un objectif à apprendre. Ça, c'est important. Deuxième chose, c'est avoir un espace où on n'est pas dérangé pour être concentré et attentif. Et pareil, ça, c'est des notions au niveau du cerveau. Plus on va être attentif et concentré sur une période de temps, parce qu'on ne peut pas être concentré pendant 8 heures d'affilée, ça va nous permettre de faire un apprentissage. Et puis ensuite, il faut expérimenter. Il faut toucher avec nos mains ou avec toutes les capacités, expérimenter et surtout avoir un retour. C'est-à-dire que si vous êtes en train de faire une erreur, c'est tout de suite avoir un feedback en se disant « Attention, on est en train de faire une erreur ». Pour être sûr qu'on va bien automatiser la bonne réponse à la situation prévisible et non pas en train de créer un mauvais apprentissage. OK ? Et donc, mettre en place des conditions d'apprentissage dans le monde, dans les entreprises, c'est fondamental et incontournable. Et les conditions, parce que pour moi, en tout cas chez Thales, les conditions de cet apprentissage sont les conditions de l'agilité. Et donc, vous allez me dire, tout ce que je vous dis, soit c'est de l'évidence, ou c'est du bon sens, soit vous me dites, elle est en train de fumer un joint et c'est hors champ. Bon, je dirais que ni l'un ni l'autre, puisque en fait, c'est prouvé par les sciences, ou en tout cas, par rapport à tout ce que je lis. Alors, je ne suis pas une experte neuroscientifique, mais c'est aussi... Ah oui, j'avais mis résister aux biais cognitifs parce que quand on apprend, des fois on peut avoir des biais de confirmation, des biais d'ancrage, etc. Mais ça, je ne rentrerai pas dans le détail. Mais sachez que quand on a des moments d'apprentissage, on peut faire des court-circuits où on court-circuite l'envie de se dire on n'a pas besoin alors qu'il faut le faire. Mais bon, je ne rentrerai pas dans le détail. Je voulais vraiment vous donner les 3 mots, c'est intention, attention et feedback. Et donc ce que je disais, tout ça, c'est décrit par les neurosciences. Et pardon, j'ai pris quand même mon anti-sèche. Donc, ça se passe dans le cerveau. Et ça, c'est hyper important, c'est que si on ne donne pas les conditions d'apprentissage, comme je vous ai dit, je réinsiste, attention, intention, feedback, en fait, on perd la richesse de notre cerveau qui nous offre de la plasticité
et de la flexibilité pour continuer à apprendre, même à l'âge adulte. Et ça, c'est super intéressant de se dire qu'on crée des connexions neuronales tous les jours. Donc, sans entrer dans le détail, hein, ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre cerveau, on a des neurones, on en a beaucoup, hein, et elle s'est faite de dendrites et d'axones. Et en fait, quand on commence à créer une nouvelle connaissance, on fait des connexions neuronales. Et alors, a priori, si je lance le petit film, vous allez voir. Alors, c'est extrait, alors, je ne sais pas si vous connaissez Steve Masson, c'est un Canadien neuroscientifique qui a beaucoup écrit sur les neurosciences et sur l'apprentissage. Et j'ai extrait une de ses conférences parce que je trouvais que c'était très visible. Alors, normalement, voilà, vous voyez le petit... c'est vraiment physique. On crée des connexions neuronales. En fait, on a l'axone qui s'étend pour aller vers les dendrites d'un autre neurone. Et je retrouve ça magique, se dire que même en tant qu'adulte, on peut continuer. Et ça, c'est des nouvelles informations, en tout cas par rapport à ce que j'ai lu, c'est que même à l'âge adulte, on peut créer des nouvelles connexions neuronales. Et ça fait plaisir de se dire qu'on peut le faire à tout le temps. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'agilité et l'aptitude à répondre aux changements imprévisibles, hein, ce qu'on a vu dans le fameux schéma que je vous ai montré, par la mobilisation de connaissances, voilà, qu'on a déjà acquises, mais surtout par leur renouvellement. Et c'est là la flexibilité, le renouvellement. Ben, comment ça se fait? C'est parce que j'ai dit tout à l'heure, on va être devant une situation, on va apprendre, on va acquérir cette connaissance-là, cette adaptation, et on aura à notre disposition tout ce qu'il faut pour qu'on puisse continuer à apprendre. Donc, dans notre cerveau, hein, on a plein de chemins. Je trouve ça super parce que moi, j'en ai, comme vous, on en a tous. Et en fait, je peux prendre un chemin, je peux prendre un autre, je peux décider d'en créer un nouveau. Et donc, j'ai fait une petite métaphore sur le chemin et les cerveaux, et voilà, pour que vous puissiez vous en souvenir à la fin de ma conférence. Et je pense que vous avez tous vécu ça, c'est que dans notre cerveau, vous imaginez qu'on a des chemins. Et vous avez vu, un chemin, plus on passe dans le chemin, plus on le forme. Et donc, ce qui est intéressant, c'est comment ça devient une automatisation, puisque, par exemple, on a une connaissance, et il faut en acquérir une nouvelle. Et c'est comment on va la créer, on va passer très régulièrement dans ce chemin-là pour qu'elle devienne prépondérante. Parce que l'ancien chemin, il est un peu encore là. Vous voyez, il y a de l'herbe qui commence à pousser, mais en cas de stress, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, d'un seul coup, vous dites « Ah, je suis en train d'apprendre ça », et hop, cas de stress, on oublie qu'on était en train de créer de nouveaux chemins, et on part vers l'ancien. Donc, gardez cette image du chemin avec l'herbe qui est en train de pousser, mais tant que l'herbe n'a pas tout rempli, ça veut dire que vous avez les deux chemins qui sont en train de se faire, mais l'automatisation n'a pas été finie pour pouvoir être sûr qu'on prend le nouveau. Et c'est ça qui est hyper important. Donc, gardez cette image de la métaphore de la forêt. Et Steve Masson, je vais les reprendre parce je trouve ces 6 principes. Ce qu'il nous dit, c'est prenez plaisir à activer nos neurones. Donc ça, c'est bien. Et vraiment le faire à plusieurs reprises. Donc, on le fait régulièrement, on a une connaissance. Mais pour pouvoir vraiment... être sûr que c'est en train d'intégrer dans le cerveau, il faut qu'on puisse s'entraîner à le récupérer en mémoire. C'est-à-dire que des fois, on peut lire plein de choses, mais si après, on ne va pas expérimenter ce qu'on est en train de lire, on est en train de, de lire un truc sur du Java, si on ne prend pas un PC pour faire un petit code Java, entre ce qu'on a lu et ce qu'on fait, il y a une delta. Et c'est parce qu'on va commencer à le faire que notre cerveau va prendre la connexion. Et ça, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il dit qu'il faut élaborer des explications. C'est sympa de se trouver quelqu'un à côté en disant « Ah ouais, j'ai voulu faire ça ». Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, ou des fois vous êtes bloqué, vous appelez votre collègue et vous commencez à faire une explication et d'un seul coup, vous dites « Ah ben, pourquoi je ne l'ai pas vu avant ?» Alors que c'est vous qui trouvez là. Parce que d'un seul coup, vous réactivez ces fameuses connexions que vous êtes en train de faire. Et ça remonte plus vite. Il dit « Espacer cette activation ». Donc en fait, quand on veut apprendre, ce qui est intéressant, c'est de régulièrement se faire des petits tests et au fur et à mesure de les espacer pour que 3 mois encore, ça soit encore disponible. Après, maximiser la rétroaction. Et ça, c'est vraiment important. La rétroaction, c'est que si vous êtes en train de faire une erreur, si personne ne vous le dit, vous êtes en train de créer un chemin neuronal, mais pas le bon.
Donc c'est intéressant et il faut le prendre dans la bienveillance. C'est pour ça que c'est intéressant d'être entouré. Mais dans la bienveillance, on peut vous dire attention, vous êtes en train de faire une erreur. Et il vaut mieux le réagir tout de suite, prendre du recul en disant ah tiens, qu'est-ce qui a fait que j'ai fait cette erreur, pour pouvoir relever le challenge et se dire je suis en train de redévier et revenir sur ma nouvelle connexion neuronale. Okay. Et en fait, ce qu'il explique, c'est qu'il faut tout faire ça dans un état d'esprit dynamique, bienveillant et envie de le faire. Bon, c'est la motivation qui nous fait apprendre souvent. Voilà. Donc ça, c'est très bien, parce qu'on a vu, je vous ai parlé de tout ce qui était apprentissage individuel. Mais maintenant, comment passer de l'apprentissage individuel à l'agilité à l'échelle? Donc ça, c'est ça qui est intéressant, c'est comment passer d'un individu à un groupe. Okay, et c'est comment, finalement, on peut passer d'une agilité individuelle à une agilité à l'échelle en ayant tous les bénéfices de ce que je viens de vous dire au niveau de l'apprentissage individuel. Alors, pour vous, l'agilité à l'échelle démarre à partir de combien de personnes? Eh bien, plus fort. Voilà, tout à fait. Dès que c'est exactement ça. À partir de 2 personnes, on est déjà dans cette dynamique d'interaction. Donc, si on considère ces 2 personnes agiles, est-ce qu'on peut se dire que ce binôme formé par ces 2 personnes vont faire une entité agile? Et alors après, vous rajoutez plus de personnes, 10, 20, 30, 50, 60 personnes, 100 personnes, etc. Et la question, c'est de se dire comment on peut continuer de profiter de cette agilité individuelle au niveau du groupe. Alors, est-ce que ça va amplifier l'agilité ou est-ce que ça va se dégrader? Et c'est là que, pourquoi ça se complexifie? Ça se complexifie parce que le nombre d'interactions augmente de façon factorielle. Et je suis sûre que vous avez déjà tous vu le petit schéma. Quand c'est 2, il y a juste des schémas là. Donc vous êtes 3, c'est encore faisable. Et dès que vous êtes 4, ça part dans tous les sens. Et ça, on peut perdre beaucoup et on peut avoir des difficultés là-dessus. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est comment les interactions, il va falloir les travailler pour espérer transférer donc, cette agilité individuelle au niveau de l'agilité à l'échelle. Alors là, j'ai pris une image de bande sardine, c'est joli, mais on voit bien qu'elles ont hérité, elles ont une agilité individuelle et qu'ensemble, elles font quelque chose qui est quand même assez joli. Et on voit bien que, en fait, chaque poisson regarde et fait attention à son voisin pour pouvoir bouger. Et dès qu'il y a un mouvement, en fait, le mouvement est fait et est récupéré par le voisin. Alors, je ne suis pas une experte de sardines, donc je ne vous dirai pas comment elles communiquent, ça, voilà. Mais on a tous vu ces images à la télé de bandes sardines et on voit bien que c'est une sardine qui fait attention à son voisin pour pouvoir réagir. Et donc, nous, au niveau de l'entreprise, comment cette agilité individuelle va être amplificateur ou est-ce que ça va compliquer les choses au niveau de l'agilité à l'échelle? Alors que notre objectif, c'est quand même que ça soit productif. Et donc, ce que je disais, il faut travailler sur les interactions. Donc, on a vu apprentissage individuel, puis dès que vous êtes à 2 individus, on commence à communiquer, à collaborer et à interagir. Et donc, il faut créer des conditions d'interaction. Alors, je suis assez focalisée sur les cerveaux, mais donc une condition évidente pour limiter les interactions. Donc, alors pour l'instant, c'est ce qu'on préconise, c'est de jouer sur 2 paramètres. Un, il y a la taille des équipes. Donc ça, c'est vraiment important de se dire que même si on a des projets à 100 personnes, puisque je suis chez Thales, on a des projets qui montent jusqu'à 150, 200 personnes. Mais comment on va dimensionner des tailles d'équipes à la taille des artefacts qui vont être manipulés. Et c'est ça qui est hyper important. Et donc, on va passer à l'échelle, en fait, par les interactions entre les équipes et par les interfaces qu'on va mettre sur ces équipes-là. Et ces interfaces partent entre des petites équipes. On verra après pour les tailles. Et puis ensuite, c'est un autre corollaire sur lequel on travaille chez Thales pour mettre l'agilité à l'échelle, c'est le flux. Les interactions doivent épouser le flux. Alors, donc je ne fais pas un cours de ligne en ingénierie, mais le flux, en fait, c'est un mouvement régulier et continu de tous les éléments qui passent dans une chaîne d'activité pour créer de la valeur à la fin et pour répondre à un enjeu d'un produit
pour un client. Et c'est comment on va manipuler la taille de l'artefact au niveau individuel et au niveau équipe pour fluidifier les choses en limitant les interactions. On aura des interactions, mais c'est comment on va fluidifier ces interactions à la taille des équipes pour que ça puisse bien se passer et pas se complexifier et qui fait qu'à la fin, on a un brouhaha et ça ne marche pas. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc, on a une question quand on accompagne les personnes, d'abord au niveau de l'individu, on leur demande à chaque instant, dans le flux où ils sont dans leur travail, qui bloque qui ou quoi bloque quoi. Et je peux vous dire que quand on fait des workshops où on est en train de faire le flux et qu'on est en train de se dire « alors, je suis en train de bloquer qui ?» ou « qui est en train de me bloquer ?» Et ça, je peux vous dire que ça questionne, parce que souvent, on a envie de bien réussir au niveau de notre travail, mais on oublie que notre travail, il est utilisé par quelqu'un d'autre ou on l'a récupéré par quelqu'un en amont. Et on fait la même chose au niveau d'un flux, au niveau d'une équipe. C'est comment, au niveau d'un flux, on a un écosystème d'une équipe et se poser les mêmes questions. Est-ce que je suis en train de bloquer telle équipe ou est-ce que je suis bloqué par telle autre équipe? Et faites-le demain quand vous reviendrez dans votre entreprise, de se poser ces questions-là, mais même pour vous, en se disant aujourd'hui, mais est-ce que je ne suis pas en train de bloquer mon petit collègue alors parce que j'ai envie de finir un truc alors que lui, il attend, voyez? Et on prend cette responsabilité. Et plus on a une agilité individuelle, plus on est en autonomie et plus on peut répondre à ça. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, au niveau des interactions qui épousent le flux, ça crée le système qui hérite de l'agilité à l'échelle. Et c'est pour ça que ce qui est important, c'est de mettre en place les conditions d'apprentissage au niveau individuel pour qu'après la somme des agilités puisse travailler sur les interactions nécessaires et suffisantes pour qu'on puisse être agile. Et c'est pour ça que le titre de ma présentation, c'est que le système en lui-même, il n'est pas agile. En fait, il hérite de l'agilité individuelle et par les interactions nécessaires et insuffisantes, on arrive à fluidifier tout ça. Et donc, pour le rétex Thales, donc, pourquoi j'ai fait cette introduction? Parce que ce sont les principes qu'on a écrits. On a écrit un livre blanc chez Thales de l'agilité à l'échelle qui est basé sur les principes que je vous ai donnés, qui est la flexibilité, là, le petit schéma que je vous ai montré. Et ensuite, une fois qu'on a eu posé tout ça, parce que c'est hyper important de se dire le sens, je crois que tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui parlait du sens, la raison pourquoi on a mis en place, donc maintenant vous avez les 7 principes qu'on a déployés pour après décliner les pratiques et les actions pour que les équipes restent et développent l'agilité à l'échelle. Alors c'est un tout cohérent, donc je vais démarrer par un, mais il n'y en a pas un plus important que l'autre. Et ce sont des principes, hein. Et derrière, on décline par des pratiques de tout métier, de tout corps de métier. Donc le premier, c'est la vision. Donc c'est vraiment intéressant, c'est de se dire, on donne un cap aux équipes et en fait chacun au niveau de l'entité globale, au niveau d'un projet ou au niveau d'un groupe, se dire comment j'interagis, parce que la vision, c'est une réussite collective. Et donc c'est comment au niveau du collectif, on travaille tous ensemble à la réussite, donc par les interactions et par mon autonomie, j'ai mon agilité pour réagir quand il y a des problèmes. Ensuite, on a apprendre d'abord pour décider en confiance. Alors, comme je suis coach Lean en ingénierie, il y a quelque chose qui se passe au niveau des projets. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'éléments tangibles et intangibles. En fait, quand on démarre un projet, on a d'abord, avant de produire de la connaissance. C'est comment on va acquérir de la connaissance, comment on va prendre ce qu'on appelle des décisions clés et comment, pour pouvoir prendre ces décisions clés, on va acquérir de la connaissance sur des pratiques, sur des situations qu'on va répéter pour se dire tiens, est-ce qu'on est en train de bien faire, pour développer notre agilité individuelle. Et là, on est vraiment sur le schéma de tout à l'heure au démarrage qui est flexibilité, agilité. Vraiment, c'est vraiment important. Et on monitore tout ça. Hein. On monitore de la montée en connaissance, sachant que la connaissance ne s'arrête jamais. Mais à un moment, il faut prendre des décisions. Donc, c'est comme ça qu'on gère ça. Ensuite, il y a le synchroniser régulièrement en cohérence avec tous les différents rythmes. Donc, chez Thales, on est un systémier. Donc, on a du logiciel, on a du hardware, on a de l'électronique, on a du FPGA, on a tous les corps de métier. Et tout ça, c'est vraiment important de synchroniser
avec les bonnes tailles de personnes, les bonnes tailles d'équipe. On ne réunit pas les 150 personnes pour faire la synchronisation, c'est par taille d'équipe, et sachant que chaque métier peut avoir sa synchronisation en interne. C'est-à-dire qu'on peut, pour les équipes logicielles, on est sur des, comme beaucoup d'itérations de 3 semaines, mais sur du hardware, si vous avez 6 mois pour faire une carte, elle prendra 6 mois. Mais c'est comment on va être synchronisé pour être sûr que quand la carte va arriver, toutes les données vont être disponibles pour pouvoir faire l'intégration. Okay. Ensuite, garantir la qualité par construction. Donc, c'est se dire comment je fais du proactif pour éviter d'introduire les erreurs. Bon, ça, c'est bien. Donc, c'est notre objectif premier, mais bon, on n'est pas parfait. La deuxième chose, c'est comment grâce au flux, puisque je vous ai parlé du flux, comment dans le flux, on détecte tout de suite une erreur. Et quand il y a une erreur, on s'arrête et on regarde qu'est-ce qu'on doit faire pour résoudre. Et c'est vraiment... Et voilà. Et donc forcément, quand on a des erreurs, on a des problèmes, on a des interactions avec les personnes et comment on se met tous ensemble pour travailler là-dessus. Ensuite, il y a rendre le travail visible. Bon, là, c'est pour que vraiment ça soit explicite et qu'on voit toujours ma logique d'interaction. C'est par le flux qui va être visible qu'on va pouvoir le faire. On met en place, donc je vous donnerai sur un projet, on a mis en place le pool scheduling qui est visible dans Make Visible. Et au niveau du flow, c'est là où on fait un pool scheduling où chacun est en train de voir au niveau de son équipe qui bloque qui ou quoi bloque quoi. Donc, il y a vraiment très peu de notions aujourd'hui que je veux vous partager, mais si vous pouvez repartir avec ces phrases ou ces questionnements, gardez-les en tête. Et puis ensuite, on s'améliore continuellement. Donc ça, l'amélioration continue est quelque chose qui est vraiment important pour nous, et avec toutes les techniques de rétrospective ou de temps d'arrêt, et donc au niveau de notre projet. Donc là, je parlerai d'un projet, donc, sans mentionner le nom, parce que je ne peux pas, mais c'est un projet, alors pour l'instant, j'ai accompagné un projet de 50 à 60 personnes, et on a mis en place donc, un certain nombre de pratiques sur ces différents principes. Donc, au niveau de la vision et de l'autonomie, en fait, on a fait un OBEA. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces salles OBEA? C'est des salles boussoles sur lesquelles on peut faire du management visuel. Et donc là, ça nous permet de faire nos réunions de synchronisation pour voir les interactions, mais par petite équipe. Mais on a toujours notre cap et en disant, OK, où est-ce qu'on veut aller? Donc ça, c'est vraiment la première chose. On donne la vision et après, chaque équipe a son autonomie pour travailler. Et on travaille sur les interfaces. Ensuite, comme je vous ai dit, au niveau de la connaissance, on travaille sur tout ce qui est décision clé et gap de connaissances. Donc ça, c'est une technique du Lean en ingénierie qui est passionnante parce que c'est se poser la question, quelle connaissance j'ai besoin pour pouvoir avancer dans mon projet? Qu'est-ce que je dois avoir comme nouvelle connaissance pour pouvoir développer mon projet? Ensuite, le pool scheduling. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait du pool scheduling. En fait, vous avez la liste des personnes avec qui vous êtes en train d'interagir et vous leur demandez, vous dites, moi, pour bien faire mon travail, j'ai besoin de telle entrée pour telle date. Voilà, globalement. Mais vraiment, vous réfléchissez en tirant. Dites, moi, j'ai pour faire ça. Et en fait, après, on interagit pour vérifier que la personne va pouvoir donner cette activité pour cette date-là, pour éviter de coincer la personne, pour éviter de la bloquer. Et quand on fait ça avec du management visuel, avec des couleurs, en fait, dans votre ligne, vous n'avez pas de post-it de votre couleur, puisqu'en fait, vous êtes en train d'interagir avec les autres. Après, vous avez de l'activité vous-même, ça sera un planning chez vous. Mais dans le pool scheduling, ce qui est hyper intéressant, c'est que par le management visuel, on voit si on est en train de bloquer ou pas les autres. Et donc, pour qui on doit travailler. Et ça, c'est pareil, c'est très fort. Donc, tout ce que je vous donne là, c'est quand même des outils du Lean en ingénierie, mais qu'on a mis en pratique au service de ces 7 principes de l'agilité à l'échelle. Après, au niveau, ce que je vous disais, au niveau des synchronisations, comme je vous ai dit tout à l'heure, interaction, taille de l'équipe, donc comment on gère ça, et sachant qu'après, même si on a, donc pour 60 personnes, on a ce qu'on appelle un flow owner, donc en français, un responsable de flux, parce qu'on a quand même besoin de quelqu'un qui a besoin de voir la vision globale. Si on a une équipe qui a des cadences de 3 semaines, d'autres qui ont des cadences de 6 semaines, d'autres qui ont des cadences de 3 mois, d'autres, vous voyez, parce qu'en fonction de nos métiers, puisque nos métiers n'ont pas les mêmes cadences, mais régulièrement, on a quand même toutes les 2 semaines ou toutes les semaines, en fonction des tailles de projet,
le flow owner qui vérifie qu'en dessous, dans les autres équipes, ce cadencement est bien géré et qu'il n'y a pas quelqu'un ou une équipe qui est en train de bloquer l'autre. Ça demande du boulot pour le flow owner. Et ensuite, on a la qualité donc, pour tout ce qui est résolution de problèmes. Alors, avec 2 techniques, je vais juste citer, mais ce qui est hyper intéressant, c'est quand on fait de la résolution de problèmes, on démarre sur comment ça doit marcher avant de se dire pourquoi ça ne marche pas. Et bien, je peux vous dire que nombre de fois, on démarre des résolutions de problèmes, les gens ne savent plus comment ça marche. D'où, vous voyez, et donc, parce qu'il y a eu plein de choses qui se sont passées, et donc le fait de se reposer la question en se disant « Ah, mais comment ça doit marcher ?» Déjà, ce temps de prise de recul fait qu'on réactive, on est toujours dans mes connexions neuronales, on réactive toute la connaissance qu'on a besoin pour se dire « Mais alors, maintenant, pourquoi ça ne marche pas ?» Vous voyez ? Donc ça, c'est des techniques. Et pour obliger, alors ça, je vous donne une petite tip, c'est un truc qu'on fait, on oblige les personnes à dire « Si je dois bouger telle chose, alors quel est l'effet que j'en attends ?» Et ça met notre cerveau, pareil, dans une recherche d'automatisation et d'automatisme pour être sûr qu'on a bien compris ou qu'on a ou pas la connaissance. Voilà, ça, c'est des choses toujours dans notre philosophie, agilité individuelle et interaction pour créer de l'agilité à l'échelle. Et puis ensuite, on a les OBIA physiques, donc ça j'en ai parlé. Et puis du point de vue, alors amélioration continue, donc pour ceux qui font du soft, bon, c'est facile, on a les rétrospectives toutes les 3 semaines. Et puis quelque chose qu'on a mis en place chez Thales, on a des moments au niveau organisation qui sont mixés entre le métier et le delivery et le projet. Et ça fait que toutes les équipes, donc ça c'est déployé, c'est en train d'être déployé dans tout Thales. On a 2 à 3 heures toutes les 3 semaines, on va dire environ, mais vraiment au niveau orga, où on n'a pas le droit à des réunions pour que les gens puissent continuer à acquérir de la connaissance sur des nouvelles situations qui sont prévisibles. Quand je vous ai demandé tout à l'heure, est-ce que vous avez mis des moments pour être flexible sur des situations prévisibles, on fait travailler les gens pour s'améliorer au niveau de discipline métier au service des projets. Et ça, c'est, je trouve très fort au niveau d'une organisation de prendre ce moment de l'apprentissage individuel parce qu'elle sait que cet apprentissage individuel servira au niveau des interactions entre les équipes pour pouvoir réussir nos projets. Et après, on a toutes les techniques de dojo, alors soit dojo individuel avec le manager, là tout à l'heure, la personne précédente disait, je m'étais à côté en disant pourquoi tu fais ce document, montre-moi, etc. On a les dojos individuels et on a les dojos collectifs pour, quand on veut, par exemple sur les tests, on rassemble toute l'équipe et on fait des tests au niveau d'un outil qu'on utilise chez Thales. Donc vraiment, ce que je voulais partager avec vous, c'est les principes des sciences et des neurosciences. On a essayé, on n'est pas parfait, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on est parti de là pour se dire, mais on est une société d'ingénieurs, en tout cas, et on sait que la connaissance est hyper importante pour être toujours dans l'innovation. On a besoin d'être innovant, d'être leader sur notre marché. Et en fait, grâce à ça, on a travaillé sur cet apprentissage individuel pour être sûr que les gens, et je vous dis, quand au niveau d'une organisation, on décide de donner 3 heures toutes les 3 semaines au niveau d'une entité, c'est quand même un enjeu parce qu'il y a eu cette prise de conscience et derrière, les interactions, où on travaille beaucoup sur l'interaction et depuis qu'on pose la question qui bloque qui ou quoi bloque quoi ou quelle équipe bloque quelle équipe, on se dit, ah ouais, en fait, on doit travailler sur cette vision. Ok, voilà. Et bien, j'ai fini. Et voilà. Donc, c'était vraiment les 7 principes qu'on mettait en place pour appliquer l'agilité à l'échelle chez Thales. Voilà. Donc, merci beaucoup. Donc, on prend des questions, s'il y a des questions dans la salle. Oui. Yes. Excuse-moi. Hop. Alors, je voulais juste revenir sur les 3 heures, toutes les 3 semaines que vous allouez à une entité. Comment ça se passe concrètement? Ils ont Alors, en fait, au niveau des chefs de secteur, alors, on a des chefs de secteur. En fait, ils ont envoyé officiellement une lettre qui fait qu'on doit, dans le maximum du possible, parce que des fois, on peut avoir des contraintes clients, voilà, on doit éviter les réunions ce jour-là.
Et donc, les gens se réunissent pour pouvoir travailler. Donc, chaque entité, en fonction de son métier, doit se dire, bah, tiens, pour les 2 ou 3 ans qui viennent, ou même pas les 2 ou 3 ans qui viennent, sur le projet à venir, etc., il y a telle connaissance, il faut qu'on l'améliore. Ou on a constaté sur les projets qu'il y avait des difficultés, donc comment on va améliorer ça. Donc, c'est vraiment des moments d'apprentissage. On rentre là-dessus et on a vraiment un enjeu au niveau organisationnel de bloquer du temps. Et c'est, j'allais dire... Managérialement, en fait, c'est un acte managérial. Ah, mais ça vient de Ken. Nous, ça vient de Patrice Ken. Donc, vous voyez, Patrice Ken, c'est le PDG de Thales. Et en fait, on met ça. Alors, il y a des fois, c'est plutôt 2 heures toutes les 3 semaines. Après, voilà, je vous donne une moyenne. Mais ce qui est passionnant, c'est que c'est à la main de chaque petite entité et c'est le croisement entre la discipline métier et le delivery. Oui. Le delivery, c'est le projet. Mais le projet s'arrête pendant 2 heures, mais c'est au service du projet. Parce que comme on est en train d'apprendre quelque chose où ça va avoir de nouveau un impact bénéfique. Très bien, merci en tout cas pour votre présentation. De rien. D'autres questions? Oui, il y a la dame là. Oui, bonjour, merci pour votre présentation. Ma question portait sur qu'est-ce que vous entendez par agilité individuelle ou cet apprentissage individuel? Qu'est-ce que vous mettez derrière et comment vous le mesurez? Alors, ça veut dire que vraiment l'apprentissage, c'est ça. C'est-à-dire que devant une nouvelle connaissance, une personne on le fait... On le fait pratiquer. On le fait pratiquer pour qu'il acquiert une connaissance. Donc, par exemple, si je reprends les tests, parce que, par exemple, mon collègue il travaille avec un outil de test. Cet outil de test, les personnes, on est en train de le déployer. C'est un nouvel outil. Donc, on met la personne devant cet outil-là pour qu'elle puisse expérimenter. Mais elle n'arrive pas à pratiquer tout de suite. Donc, on lui fait faire des petits exercices. Et puis, une semaine après, on lui refait faire le même exercice. Et au fur et à mesure, en fait, il arrive à prendre de l'autonomie sur cet outil-là, qui fait que devant une situation où il doit, dans son équipe, pouvoir faire un test en autonomie, il aura acquis cette connaissance. Donc, c'est vraiment comment, face à une difficulté, ou quand on résout des problèmes, face à une difficulté, il va avoir une adaptation pour prendre la connaissance, se dire « Ah, ok, il faut que je fasse comme ça », et que 2 ou 3 semaines après, cette même situation se représente, il a les réponses. Donc là, je prends le cas du test parce que c'est ce qu'on vient de faire aujourd'hui, mais la personne, maintenant, elle est en train de se dire, tiens, devant une situation où dans une équipe, on me demande de faire ce test unitaire, je sais le faire. Vous allez me dire, c'est de l'évidence, mais on lui donne du temps, excusez-moi, pour qu'il s'entraîne, pour être sûr que quand il va être dans les équipes, il va pouvoir être en interaction très rapide et pouvoir réagir très vite. Et on a un impact, puisque une personne qui, comme on sait qu'il va avoir besoin de cet outil-là, quand il arrive dans l'équipe, il est tout de suite disponible, et quand on lui demande de faire le test, il fait le test en moins de 2 minutes. Voyez ? Donc, je n'ai pas de données quantitatives par personne, mais c'est sur le flux qu'on voit la chose. Vous voyez, c'est l'individualité qui fait que, comme notre flux, on n'est pas bloqué, c'est par le passage du flux. Donc, ce qu'on monitore, c'est le work in progress, c'est quand on rentre quelque chose dans le flux, c'est comment il sort le plus rapidement possible. Et si vous êtes bloqué par quelqu'un qui ne sait pas répondre, vous avez beaucoup de choses dans votre stock et qui fait que ça n'avance pas. Donc c'est plutôt par le flux qu'on le calcule, plutôt que par, par un indicateur sur la personne. Merci. Et est-ce que c'est juste la connaissance et puis après la capacité de faire qui peut bloquer, ou il peut y avoir d'autres facteurs comme la motivation? C'est ce que je voulais. Voilà. Donc on est dans un monde d'entreprise. Il y a des fois, on est obligé de faire des choses où on n'est pas forcément motivé, mais la motivation est un accélérateur de l'apprentissage. Voilà, ça c'est sûr. Mais on est aussi dans un monde d'entreprise, et c'est pour ça que Steve Masson, il parle beaucoup au niveau des écoles. Il y a quand même des choses qu'on est obligé d'apprendre de base. Mais c'est comment on fait cette répétition régulièrement en trouvant un sens. Voilà, on a tous appris les maths, l'algèbre, etc. Je pense qu'au début, le sens n'était pas là. Mais derrière, c'est si on arrive à le remettre
en perspective de quelque chose, d'où la vision. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, tout ça est un système. Si vous êtes en train de travailler pour un projet qui, au bout du compte, va apporter telle valeur pour le client, mais c'est comment on va motiver, mais c'est comment on trouve la motivation. Mais la motivation est un accélérateur au niveau de l'apprentissage. C'est pour ça que je vous dis, il faut une intention, un objectif visé, et la motivation, elle est aussi créée par le résultat. Si vous créez quelque chose, que vous voyez un résultat, ben, hop, vous rentrez dans un cercle vertueux. Merci. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Yes. Bonjour, merci. Vous avez parlé de monitoring de vos compétences et je me demandais concrètement ce que ça donnait. Alors, au niveau de l'entreprise, en fait, on a au niveau de l'équipe, on se dit, tiens, pour réussir en tant qu'équipe, quelles sont les compétences qu'on a besoin? Et pour aussi se dire, tiens, dans les mois à venir, ça sera intéressant qu'on développe cette connaissance. Par exemple, l'IA, on en entend parler. Ben, aujourd'hui, sur certaines entités, je ne dis pas que toutes les entités, il y a des entités où on se rend compte que l'IA dans les tests, par exemple, c'est quelque chose qui est important à apprendre. Mais on fait à la fois de la montée en compétences qui a besoin d'être rapide sur l'opérationnel parce qu'on est obligé de délivrer des projets, et en même temps, on fait de la montée en compétences sur de l'avenir parce qu'on est aussi obligé de se dire, bah, tiens, si on n'est pas en avance, on peut avoir des difficultés. Et donc, on a un backlog de compétences et avec, voilà, et en fonction des... Et donc, ce qui est intéressant dans les moments où toutes les entités se retrouvent pendant 2 ou 3 heures, c'est l'équipe qui le fait. Et en fait, on peut le faire sous forme de dojo, on peut le faire sous forme de webconférence, on peut faire venir un expert. On a toute le panel disponible. Et puis ensuite, on essaye, ce que je disais, de faire expérimenter les choses. Donc la dernière fois, on a fait venir un expert sur un sujet et après, il a installé temporairement sur les PC quelque chose, on a manipulé parce qu'on est toujours dans cette logique, c'est par l'expérimentation qu'on commence à créer notre petite connexion neuronale. Voilà. Et moi, pourquoi ça me tient à cœur? Parce que j'utilise tout ça, mais dans un monde professionnel, mais aussi dans un monde sportif. Et je peux vous dire que des connexions neuronales, je suis en train d'en créer alors que j'ai presque 60 ans et je suis en train de créer des améliorations en brasse. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Mais le faire, pourquoi je dis ça? Parce que quand je l'explique dans le boulot, je prends souvent mon cas de la brasse, parce que je suis brasseuse. J'ai fait des résolutions de problèmes sur ma brasse. J'ai fait des CID sur mon départ en crawl. Pour éviter que les gens me disent « Ah, mais dans notre travail, c'est pas comme ça. » Alors là, à chaque fois, ah ben non, dans notre équipe, dans notre métier, c'est pas ça. Donc je fais un truc qui est à part. Et en fait, c'est comme je le vis au niveau du corps, ces nouvelles connexions neuronales, puisque je suis en train d'améliorer ma brasse pour les championnats du monde, vous voyez, et ben, ça fait que derrière, dans mon boulot, dès que je fais une action, je peux me dire que je fais la même chose. Mais voilà, je ne le vis pas autant que dans le corps que dans un mouvement. Et c'est pour ça que ça me tient vraiment à cœur et que je vous dis, j'apprends tous les jours. Je ne suis pas une experte des neurosciences. J'ai écouté Steve Masson, j'ai lu Stanislas Dehaene, etc. Donc ça me passionne. Maintenant, j'essaye à chaque fois. En fait, je rentre dans le même processus. Et pareil, je me dis, quand je suis en train de faire un travail, je suis en train de bloquer qui? Parce que des fois, vous êtes la procrastination, on aime ça. Hein. Je me dis, mais attends, mais là, ça fait 3 jours. Est-ce que tu es en train de bloquer quelqu'un? Et psychologiquement, je me dis, vous avez un comportement qui est différent. Après, voilà, testez-le. Hein, moi, je vous donne mon expérience perso. J'en parle avec plaisir, mais c'est à vous de le tester. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'après cette conférence, testez-les et faites-vous plaisir. Hein. Une dernière question peut-être. Il nous reste 2 petites minutes. Sinon, bravo. Il y a une dernière? Comme ça, on fera la clôture. Bonjour. Bonjour. Je trouve ça très intéressant, justement, votre approche de se dire qui bloque, qu'est-ce qui me bloque, est-ce que je bloque les autres. Est-ce qu'on n'a pas un risque quand même, ou est-ce que vous l'avez rencontré, qu'on soit un peu à la recherche du coupable à un moment donné et que du coup ça distille quelque chose qui devient, peut-être parce que les gens sont stressés, peut-être parce qu'ils ont trop de charges aussi, parce qu'ils ont quand même des délais à tenir. Est-ce que ça finit pas des fois par dégrader un petit peu le climat de l'équipe, un peu qu'on devient dans une recherche du coupable et du coup même les personnes qui bloquent pour des tas de raisons et peut-être
pas de leur faute, parce qu'il y a aussi quelqu'un qui les bloque, sont dans une posture de devoir se justifier. Voilà, c'était un peu ce qui me taraudait depuis tout à l'heure. Mais ça, c'est là que, alors, moi, je suis coach lean en ingénierie, donc j'accompagne les équipes et je fais attention à ça, parce qu'on pourrait tomber, mais sans que je demande la question qui bloque quoi, souvent on dit rien parce qu'on a toujours peur de chercher du coupable. Ou quand il y a des problèmes, surtout on ne dit pas le problème parce qu'on a peur de se dire qu'on va être le coupable. Donc c'est comment on développe, et ça c'est pour ça que j'accompagne aussi les managers. Et oui. Voilà. Et ça, voilà. Donc là, j'ai fait que 45 minutes, mais voilà. Mais j'accompagne les managers parce que tout part du management. Et je vous dis, quand un manager donne l'exemple et pose les questions en disant bah, tiens, est-ce que tu peux m'expliquer? Ah, tiens, ok. Mais dans la démarche de se dire ah, ben, grâce à ça, on est en train de fluidifier le flux. Vous revenez sur ces 7 principes. C'est-à-dire, voyez, pour éviter de viser la personne, vous utilisez le flux. Vous utilisez le flux, vous utilisez parce que dès que vous dites ah bah tiens là au niveau de notre flux, comment on pourrait faire pour accélérer les choses et c'est pour ça que je vous dis le comment. Et donc forcément la personne dit ah ouais je pourrais faire ça. Et ça fait qu'on parle de la difficulté sans dire pourquoi tu es en train de bloquer, voyez. Oui, parce que ça peut être au niveau du top management. Ah, mais là, on a, nous, les managers. Alors, sachez que ça vient du top. Alors, je vous ai dit là, pour les moments, mais l'agilité à l'échelle est au niveau du top management. Et donc, c'est pour ça, dès que vous réfléchissez flux, quand je vous ai dit les interactions épousent le flux, dès que vous avez une difficulté, vous dites ah, ok, ben, au niveau de mon flux, qu'est-ce qui fait que, ou comment on pourrait le fluidifier plus vite? Et déjà, dès qu'on dit comment, ça évite le pourquoi, parce que le pourquoi, ça peut être très violent, alors que le comment, ah tiens, comment on pourrait faire pour que l'activité Intel passe à la personne plus rapidement? Ah ben, et après, vous voyez. Après, je ne dis pas que, voilà, hein, on est dans la courbe de Gauss, hein, il y a des choses qui se passent, voilà, globalement, à 70%, ça se passe bien, il y a 10%, ça se passe super bien, et puis il y a toujours 10% dans les équipes où c'est plus difficile. Hein. Je suis dans le monde du réel, hein, vous voyez. Mais voilà, mais vraiment transformer les choses sur les principes. Et voyez, là, les principes font que c'est ce système qui fait qu'on veut que l'agilité individuelle puisse hériter au niveau de l'agilité à l'échelle de tout ça et qu'on puisse travailler sur des interactions et qui fait qu'on travaille vraiment sur du comment, sur de l'aide, sur de la montée en connaissance, etc. Voilà. Merci beaucoup. Bah, de rien. Merci. Merci à tous.